Deux chiffres suffisent à fissurer un ordre que l'aide internationale disait immobile. En une décision, 2,4 milliards deviennent un crédit agricole national et 1 million de familles rurales passent de l'attente au remboursement, de la dépendance à l'investissement, avec des effets visibles sur l'irrigation, les semences, les outils et le stockage. Que change pour vous ce basculement quand Ibrahim Traoré lie souveraineté politique, terre cultivée et argent des paysans, et promet une traçabilité numérique qui coupe les intermédiaires? Une bataille silencieuse commence pour l'eau, les récoltes et l'avenir du Sahel. Pour Boutcha, ce qui se joue ici dépasse une réforme agricole. C'est un test de souveraineté financière rendu tangible par des puits, des pompes solaires et des centres de stockage visibles sur le terrain. Comprendre ce mécanisme aide à lire pouvoir, risque et nourriture. Le pari, dans le récit, consiste à remplacer un circuit d'aide lourd et conditionnel par un flux de crédit interne, traçable numériquement, où les remboursements reviennent alimenter l'agriculture, au lieu de se dissoudre en audit et en friction bureaucratique. Il s'agit d'un déplacement discret mais profond. L'autorité financière glisse du bailleur extérieur vers l'État, puis vers le village qui cultive. En parallèle, la promesse affichée est simple. L'État finance ses propres agriculteurs, et chaque ménage devient responsable d'investir, produire, rembourser, puis renforcer le cycle collectif. Le risque, lui, est assumé publiquement, car un échec n'entamerait pas seulement les comptes, mais la confiance interne dans un projet présenté comme fondateur. La question centrale demeure donc entière. Que se passe-t-il si ce modèle échoue au moment précis où la pression internationale s'intensifie? La révélation arrive plus tôt qu'on ne l'imagine. Le basculement n'a pas commencé avec l'annonce publique du 8 mai 2025, mais avec une décision interne préalable de convertir l'intégralité des 2,4 milliards en crédit agricole national. Ce chiffre, posé avant toute communication officielle, marque la rupture réelle entre un système d'aide conditionnelle et un mécanisme financier conçu pour fonctionner de l'intérieur. Pour comprendre cette décision, il faut revenir au fonctionnement antérieur. Pendant des années, l'aide internationale au Burkina Faso circulait à travers des couches de procédures, d'audits et de rapports qui consommaient du temps et des ressources avant d'atteindre les sols. Cette architecture a façonné une économie attentive aux bailleurs plus qu'aux cultivateurs, où la temporalité des financements ne coïncidait ni avec les saisons agricoles, ni avec les urgences climatiques. Dans le même temps, la sécheresse récurrente, l'instabilité politique et la volatilité des prix conditionnels ont installé une fatigue nationale diffuse, rarement chiffrée, mais largement ressentie. C'est dans cet espace de tension qu'intervient Ibrahim Traoré. Son rôle ne se limite pas à une posture politique. Il consiste à déplacer le centre de gravité du financement. Plutôt que d'améliorer marginalement l'ancien système, la décision consiste à le court-circuiter. Le crédit devient national, traçable et directement relié aux besoins productifs des villages. Ce choix transforme l'État, longtemps décrit comme simple relais de fonds extérieurs, en émetteur principal d'un système agricole pensé pour lui-même. Un élément souvent sous-estimé éclaire ce basculement. Chaque friction bureaucratique retardait une récolte. Chaque condition extérieure immobilisait une communauté entière. À partir de là, l'idée d'un crédit interne géré électroniquement n'est plus idéologique, mais fonctionnelle. Elle répond à une contrainte concrète de temps, d'eau et de production. Ce petit détail révélateur change la lecture du projet. Il ne s'agit pas d'une réaction à la pression internationale, mais d'une anticipation. La souveraineté financière n'apparaît plus comme un slogan, mais comme une séquence causale où une décision technique précède le discours politique. Sur le terrain, la réforme cesse d'être abstraite et prend un visage précis, celui des communautés agricoles qui voient pour la première fois le financement arriver avant la saison et non après les rapports. Dans plusieurs zones rurales, l'effet initial n'est pas spectaculaire mais décisif. L'accès anticipé au crédit permet d'acheter des semences adaptées,
de réparer des outils, de planifier l'irrigation plutôt que de la subir. Ce décalage temporel, souvent invisible dans les statistiques, modifie la logique quotidienne du travail agricole. Un responsable de coopérative résume la rupture en quelques mots. L'argent n'attend plus l'autorisation d'un intermédiaire éloigné. Les ménages n'apparaissent plus comme des dossiers à valider, mais comme des acteurs économiques identifiés, inscrits dans un système numérique où chaque prêt et chaque remboursement laissent une trace. Cette traçabilité transforme la relation avec l'État, perçu moins comme un distributeur occasionnel que comme un partenaire structurel. C'est dans cette phase précoce que la figure d'Ibrahim Traoré joue un rôle de repère, non pas par une présence constante sur le terrain, mais par la cohérence entre la décision centrale et ses traductions locales. Le crédit agricole devient l'outil par lequel la parole politique se matérialise dans des puits, des pompes solaires et des centres de stockage en construction. Chaque infrastructure relie une ligne budgétaire à une pratique agricole concrète. L'impact immédiat ne se mesure pas seulement en rendement, mais en perception. Les communautés passent d'une attente incertaine à une responsabilité directe, où produire et rembourser devient un acte de participation nationale. Le sens du changement se cristallise alors clairement. Le pouvoir économique commence à se rapprocher de ceux qui cultivent la terre. La séquence s'ouvre par une activation discrète, mais décisive. Avant toute mise en scène politique, les circuits administratifs sont réorientés pour absorber la conversion intégrale des 2,4 milliards en crédit agricole national. Les ministères concernés alignent leurs procédures, les plateformes numériques de traçabilité sont mises en service et les premières listes de bénéficiaires sont consolidées. Cette phase préparatoire, peu visible, conditionne tout le reste. Sans elle, l'annonce n'aurait été qu'un geste symbolique. Le point de bascule public intervient lorsque la décision est rendue officielle. À ce moment précis, le récit change de registre. Il ne s'agit plus d'une réforme technique, mais d'un acte de souveraineté assumé. Ibrahim Traoré lie explicitement financement agricole, contrôle de l'eau et autonomie politique, et place le projet sous le regard à la fois des citoyens et des partenaires internationaux. Le message est clair. L'État ne se contente plus de redistribuer une aide. Il orchestre un système de crédit conçu pour durer. Le moment le plus décisif se joue sur le terrain. En quelques semaines, les effets s'enchaînent. Les coopératives agricoles reçoivent les crédits avant les semis, les commandes de semences augmentent et les chantiers d'infrastructures s'accélèrent. Les premiers puits sont creusés, les pompes solaires installées, les centres de stockage planifiés. Chaque action renforce la suivante, créant un effet de chaîne où l'argent circule, se matérialise, puis revient sous forme de production et de remboursement attendu. Cette synchronisation entre finance et agriculture, absente des anciens schémas d'aide, marque le cœur du changement. La phase suivante correspond aux répliques, moins spectaculaires mais tout aussi structurantes. Les administrations locales ajustent leurs pratiques, contraintes par la transparence numérique. Les flux financiers deviennent lisibles, les retards repérables, les responsabilités identifiables. Dans le même temps, les observateurs internationaux commencent à réagir. Certains saluent l'audace, d'autres soulignent les risques d'un tel recentrage financier sans amortisseur extérieur. La décision, initialement nationale, entre alors dans une arène plus large. Sur le plan interne, les premières tensions apparaissent également. Tous les ménages ne s'adaptent pas au même rythme, à la logique du crédit et du remboursement. La réforme révèle des écarts de capacité, obligeant l'État à accompagner sans revenir aux anciens réflexes de subvention. Cette zone de friction devient un test grandeur nature. Maintenir la discipline du modèle tout en évitant l'exclusion. Les répercussions finales, enfin, dépassent le calendrier immédiat. La réforme modifie les attentes. Les agriculteurs planifient, les collectivités locales anticipent, et l'État s'expose à une évaluation continue de ses choix. Le changement ne tient plus seulement à une décision,
mais à la persistance de ses effets. La question n'est plus de savoir si le système démarre, mais s'il peut tenir dans la durée sans perdre sa cohérence initiale. Au point de départ, l'aide internationale fragmentée se diluait en procédure. Après la conversion, 2,4 milliards circulent comme crédit national traçable, avec un effet direct sur la production. Ce passage d'un flux conditionnel à un flux interne constitue le contraste central entre la situation de départ et le changement. L'argent ne transite plus par des intermédiaires multiples. Il est affecté à des usages agricoles précis, mesurables et synchronisés avec les saisons. Le premier repère quantitatif concerne l'échelle des bénéficiaires. 1 million de familles agricoles intégrées au dispositif. Ce chiffre n'est pas une estimation abstraite. Il correspond à des ménages identifiés, rattachés à des coopératives et à des plateformes numériques de suivi. L'enjeu de masse est décisif, car il transforme le crédit en infrastructure sociale. À cette échelle, chaque décision de remboursement ou d'investissement cesse d'être individuelle pour devenir macroéconomique, capable d'amortir des chocs locaux par la taille du collectif. Le deuxième repère porte sur le ticket moyen de crédit, environ 2 400 $ par ménage. Ce seuil est calibré pour couvrir des coûts agricoles réels, semences, irrigation, outils, tout en restant remboursable. L'explication tient en une phrase. Assez pour produire davantage, pas trop pour piéger. Ce calibrage réduit le risque d'endettement excessif et crée un effet multiplicateur rapide, car l'argent investi retourne dans le cycle productif dès la première saison. Le troisième repère concerne la productivité. Les données du programme annoncent une hausse de 30 à 50%, attribuée à l'amélioration de l'irrigation, du stockage et du calendrier d'investissement. Ce delta n'est pas théorique. Il se manifeste par la réduction des pertes post-récolte, l'extension des surfaces cultivées et la stabilisation de l'offre alimentaire locale. L'explication est simple. Quand l'eau, l'énergie et le stockage sont disponibles au bon moment, la production cesse d'être aléatoire. Ces chiffres n'agissent pas seuls. Ils sont enchâssés dans une architecture matérielle et numérique. Les infrastructures, puis pompes solaires, centres de stockage, convertissent le crédit en actif tangible. La traçabilité électronique, elle, transforme chaque prêt et remboursement en données vérifiables. Là où l'opacité nourrissait la méfiance, la lisibilité crée un contrôle distribué, partagé entre l'État, les coopératives et les citoyens. Dans cette lecture chiffrée, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un simple garant politique, mais comme l'architecte d'un passage d'échelle. Les nombres racontent une chose précise. La souveraineté financière devient mesurable quand l'argent, la production et la responsabilité s'alignent dans le temps. Le delta n'est pas seulement économique, il est institutionnel. Deux lectures solides s'affrontent depuis la conversion de l'aide en crédit agricole national, et les présenter loyalement permet d'évaluer la robustesse du modèle sans caricature. La première, portée par des observateurs internationaux prudents, avance un argument cohérent. Selon eux, un pays longtemps dépendant de financements extérieurs ne devrait pas assumer un risque aussi concentré sans amortisseur externe. Les prêts agricoles restent exposés aux aléas climatiques, aux variations de rendement et aux marchés locaux. En l'absence d'institutions internationales comme garde-fous techniques, un enchaînement de mauvaises saisons pourrait fragiliser les ménages, provoquer des défauts de remboursement et, par ricochet, mettre l'État sous pression financière et politique. Dans cette lecture, la prudence n'est pas idéologique. Elle découle d'expériences passées dans la région sahélienne. La seconde lecture, souverainiste, repose sur une logique tout aussi structurée. Ses défenseurs soutiennent que le risque n'est pas nouveau, mais qu'il était auparavant masqué par des circuits opaques. L'ancien système d'aide absorbait des ressources dans la bureaucratie sans créer d'actifs durables. Le crédit national, au contraire, transforme chaque dollar en outil, en eau ou en stockage. Et la traçabilité numérique
réduit précisément les risques de détournement et de mauvaise allocation. Pour eux, l'absence d'intermédiaire international n'est pas une faiblesse, mais une correction. Les données du programme permettant une réponse nuancée. Le modèle n'imite pas des mécanismes extérieurs. Il remplace des dépenses improductives par un flux circulaire où l'investissement, la production et le remboursement se renforcent mutuellement. Les infrastructures agricoles jouent à Trost un rôle d'amortisseur structurel et l'échelle, 1 million de familles, dilue les chocs locaux. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré n'élimine pas le risque. Il le déplace vers un espace où il devient visible, mesurable et politiquement assumé. La tension demeure réelle, mais elle s'appuie désormais sur des chiffres plutôt que sur des hypothèses abstraites. Jusqu'ici, la réforme pouvait encore être lue comme une exception nationale, liée à un contexte politique singulier. Ce point médian change l'échelle d'analyse. À mesure que les premiers résultats se stabilisent, le dispositif cesse d'être observé pour ses intentions et commence à l'être pour sa reproductibilité. Les chiffres circulent, les infrastructures se voient, et la traçabilité offre des preuves difficiles à ignorer au-delà des frontières. Dans plusieurs capitales sahéliennes, le basculement burkinabé est désormais lu comme un précédent. Non pas une recette prête à l'emploi, mais une démonstration. Un État peut reprendre la main sur des flux financiers longtemps externalisés et les arrimer à des actifs agricoles concrets. Ce déplacement intéresse précisément parce qu'il combine 3 leviers rarement réunis: masse critique, contrôle numérique et synchronisation avec les saisons. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré prend une dimension différente. Il n'incarne plus seulement un choix interne, mais un signal adressé à la région. La souveraineté financière cesse d'être un slogan politique et devient une variable stratégique, observable dans l'eau pompée, les récoltes stockées et les remboursements suivis. À partir de ce point, la question n'est plus « pourquoi le Burkina Faso ?», mais « qui pourrait suivre ?» et à quelles conditions. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. En remplaçant des flux conditionnels par un crédit interne traçable, le pouvoir public gagne un levier direct sur le calendrier agricole et sur la lisibilité budgétaire. Les décisions ne dépendent plus d'arbitrage extérieur décalé dans le temps. Elles s'alignent sur les saisons et les besoins locaux. Cette capacité nouvelle renforce la crédibilité de l'action publique, mais elle expose aussi l'État à une évaluation continue. Chaque retard, chaque dysfonctionnement devient visible, mesurable et politiquement attribuable. Pour les agriculteurs, l'effet est plus immédiat. L'accès anticipé au crédit modifie la prise de décision au niveau des ménages. Investir n'est plus un pari aveugle, mais un calcul adossé à des infrastructures réelles, eau disponible, énergie solaire, stockage sécurisé. La responsabilité s'accroît en parallèle. Produire et rembourser devient un acte économique autant qu'un geste civique. Cette logique transforme le rapport à l'État, perçu moins comme un dispensateur d'aide que comme un partenaire exigeant mais prévisible. Au niveau des communautés rurales, les conséquences se lisent dans l'organisation collective. Les coopératives gagnent en centralité, car elles deviennent l'interface entre crédit, production et remboursement. Les infrastructures communes réduisent les pertes post-récolte, stabilisent les revenus et créent des emplois locaux. Cette dynamique renforce la cohésion sociale, mais elle introduit aussi des écarts. Les communautés les mieux organisées bénéficient plus vite du modèle, obligeant les autorités à accompagner sans diluer la discipline du système. À l'échelle régionale, l'impact est stratégique. Les pays voisins observent non seulement les résultats, mais la mécanique de pouvoir sous-jacente. Le modèle burkinabé suggère qu'une autonomie financière partielle peut être construite sans rupture totale avec l'extérieur, mais avec un recentrage clair des priorités. Cette lecture alimente des débats internes au Sahel, où la question n'est plus seulement combien d'aide, mais sous quelle forme et sous quel contrôle. Dans cet ensemble de conséquences, Ibrahim Traoré apparaît comme le point de convergence. Sa responsabilité ne tient pas à la promesse initiale, mais à la capacité de maintenir l'équilibre entre discipline financière, inclusion sociale et pression géopolitique. Le modèle distribue des gains,
mais il redistribue surtout le pouvoir de décider. Le premier scénario, dit de base, prolonge la trajectoire actuelle sans rupture majeure. Le système de crédit continue de fonctionner à pleine échelle, avec des remboursements globalement réguliers et une montée en puissance progressive des infrastructures. Les puits, les pompes solaires et les centres de stockage atteignent leur régime opérationnel, ce qui stabilise la production agricole et réduit les pertes. Dans ce cadre, la croissance reste modérée mais soutenable, et l'État consolide sa capacité de pilotage sans modifier l'architecture du modèle. Un scénario plus favorable reste envisageable si plusieurs conditions s'alignent. Les bons résultats initiaux renforcent la confiance des ménages et des coopératives, ce qui améliore la discipline de remboursement et accélère la réinjection des fonds dans le cycle productif. L'agriculture commence alors à générer des excédents localisés, favorisant l'émergence d'activités de transformation et de stockage à plus forte valeur ajoutée. Cette dynamique crée de l'emploi rural et réduit la dépendance aux importations alimentaires. Dans cette hypothèse, le modèle devient non seulement viable, mais attractif pour des partenariats régionaux ciblés. Le troisième scénario, plus dégradé, repose sur une accumulation de tensions. Des conditions climatiques défavorables, combinées à une gestion inégale du crédit, augmentent les retards de remboursement. Les infrastructures, si elles sont mal entretenues, perdent en efficacité et affaiblissent l'effet amortisseur attendu. La pression internationale peut alors s'intensifier, non par sanctions directes, mais par une réduction des marges de manœuvre financières. Dans ce cas, l'État se retrouve face à un dilemme: durcir la discipline au risque d'exclure, ou assouplir le modèle au risque d'en diluer la logique. Ces trois trajectoires ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Elles rappellent que le succès du dispositif dépend moins d'un geste initial que de la constance dans l'exécution et l'ajustement. La question centrale devient alors stratégique. Quels signaux permettront d'anticiper le basculement d'un scénario à l'autre avant qu'il ne soit trop tard? Selon votre point d'attention, la réforme burkinabé ne raconte pas la même histoire, mais elle vous inclut toujours dans son champ de questions. Pour celles et ceux qui s'intéressent aux enjeux de justice et d'équité, le modèle met en lumière une idée simple. Lorsqu'un pays reprend le contrôle de ses flux financiers, il redéfinit la manière dont la valeur est créée et partagée. La dignité économique ne dépend plus d'un calendrier extérieur, mais d'un cycle interne où l'effort et la responsabilité sont visibles. Si votre regard est plus économique ou entrepreneurial, un autre signal apparaît. Le Crédit agricole national agit comme une rampe de lancement pour des chaînes de valeur locales. Il crée une demande prévisible, favorise l'émergence de services annexes et réduit l'incertitude qui décourageait l'investissement rural. Ce type d'écosystème, encore rare dans le Sahel, pose une question plus large sur les conditions nécessaires à une croissance endogène durable. Pour celles et ceux sensibles aux dynamiques sociales, l'impact est narratif autant que matériel. Les communautés ne se perçoivent plus comme des bénéficiaires passifs, mais comme des acteurs engagés dans un projet collectif. Le remboursement devient un lien social, la transparence numérique un langage commun, et la réussite agricole un marqueur de participation nationale. Cette transformation du regard que les citoyens portent sur eux-mêmes compte autant que les chiffres de production. Enfin, pour un public attentif aux relations internationales, l'expérience burkinabé interroge les modèles dominants d'aide et de coopération. Elle suggère qu'un autre équilibre est possible entre soutien extérieur et autonomie décisionnelle, sans rupture brutale ni alignement automatique. Au fond, cette réforme pose une question transversale. Comment une société change-t-elle lorsque le risque cesse d'être imposé et devient choisi collectivement? Pour que le modèle de crédit agricole conserve sa cohérence dans le temps, plusieurs étapes structurantes apparaissent incontournables. La première concerne la consolidation du pilotage. L'État doit maintenir une capacité fine de suivi des prêts, non pour recentraliser arbitrairement, mais pour détecter rapidement les zones de fragilité. La traçabilité numérique ne suffit que si elle est accompagnée d'équipes
capable d'interpréter les données et d'agir avant que les retards ne se transforment en rupture. La deuxième étape porte sur l'accompagnement différencié des ménages et des coopératives. Tous ne disposent pas des mêmes capacités de gestion, ni des mêmes conditions agroclimatiques. Renforcer les formations, adapter les calendriers de remboursement et soutenir les structures collectives les plus exposées permet de préserver l'inclusion sans renoncer à la discipline financière. C'est un équilibre délicat entre rigueur et soutien ciblé. La troisième étape concerne les infrastructures. Les puits, les pompes solaires et les centres de stockage doivent être entretenus, renouvelés et intégrés dans une planification pluriannuelle. Sans cette continuité matérielle, le crédit perd sa capacité à se transformer en productivité durable. Ici, la coordination entre ministères, collectivités locales et coopératives devient décisive. Un quatrième levier tient à la gestion politique du risque. En assumant publiquement les incertitudes, Ibrahim Traoré transforme le projet en contrat explicite avec la société. Cette transparence protège le modèle contre les ajustements improvisés sous pression. Enfin, l'ouverture maîtrisée à des partenariats régionaux peut renforcer la résilience sans diluer le contrôle national. Si ces conditions sont réunies, le dispositif cesse d'être une expérimentation pour devenir une architecture durable. Sur les mêmes terres évoquées plus tôt, là où l'eau manquait et où le crédit arrivait trop tard, le changement prend une forme concrète et silencieuse. Un puits n'est plus seulement un ouvrage hydraulique. Une pompe solaire n'est plus un symbole technologique. Et un prêt n'est plus une promesse abstraite. Ensemble, ils composent une continuité nouvelle entre décisions politiques et gestes quotidiens, entre budget national et travail de la terre. Ce rappel au terrain éclaire la portée humaine du projet. Les familles agricoles ne sont plus suspendues à des annonces lointaines. Elles voient, saison après saison, si le système tient ses engagements. Produire, rembourser, réinvestir devient une routine exigeante, mais lisible. Cette lisibilité change la relation à l'avenir. Le risque n'est plus subi dans l'incertitude, il est affronté dans un cadre connu. Dans cette boucle narrative, Ibrahim Traoré réapparaît non comme une figure distante, mais comme le point d'origine d'un enchaînement cohérent. Sa décision initiale se retrouve dans l'eau pompée, les récoltes stockées et la confiance progressivement restaurée. La politique cesse alors d'être un discours pour redevenir une infrastructure. En une phrase suffit à refermer ce mouvement. Quand la terre, l'eau et l'argent se rejoignent, la souveraineté cesse d'être théorique. L'expérience burkinabé ne se présente pas comme un modèle universel, mais comme une question posée au monde. Elle invite à reconsidérer des décennies de récits où l'autonomie financière semblait hors de portée pour des États, confrontés à des contraintes multiples. En ancrant le financement agricole dans des actifs visibles et une responsabilité partagée, le projet déplace le débat. Il ne s'agit plus seulement d'aide ou de refus de l'aide, mais de contrôle, de rythme et de finalité. Cette trajectoire ouvre un espace de réflexion collective. D'autres pays, en Afrique ou ailleurs, pourraient-ils transformer des flux extérieurs en moteurs internes sans reproduire les mêmes dépendances? Quelles conditions politiques, sociales et techniques rendent un tel basculement possible et à quel coût? Le cas du Burkina Faso, porté par Ibrahim Traoré, ne livre pas de réponse définitive. Il propose un cadre pour penser autrement la souveraineté économique, non comme un slogan, mais comme une architecture faite de choix concrets et de compromis assumés. La conversation reste ouverte. Selon vous, quel autre pays pourrait tenter un déplacement similaire et quelles adaptations seraient indispensables pour que l'expérience ne reste pas isolée?